le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Bon après-midi, chères auditrices et auditeurs. Bienvenue sur Inclusif, l'émission qui éclaire les enjeux du social sur la meilleure des fréquences, Jambo Radio, la 91 FM. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel, l'autisme. Nous avons le privilège d'accueillir Dr Fatma Mouni, spécialiste en psychologie de renom, experte en prise en charge des enfants autistes. Son expérience et sa passion font d'elle une référence incontournable dans ce domaine. Elle partagera avec nous l'importance de dépister les enfants atteints de l'autisme. Mesdames et messieurs, préparez-vous à découvrir les méthodes pour l'accompagnement de nos enfants au quotidien. Inclusif, c'est maintenant. Inclusif, le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Voilà, de retour dans ce studio, mesdames et messieurs. Nous parlerons une fois de plus encore aujourd'hui de l'autisme. Il faut dire que c'est à votre demande que nous vous proposons une fois de plus cette émission. Le thème proposé pour cette édition, c'est dépistage et diagnostic précoce de l'autisme. Pour en parler aujourd'hui dans ce studio, nous avons des invités spéciaux qui nous viennent de très très loin, qui viennent à des milliers, mais des milliers alors, des kilomètres pour être ici à Jambo Radio. Bon après-midi, Dr Fatma Mouni. Bonjour, je vous remercie pour cette invitation et pour l'intérêt qui est porté à l'autisme. C'est un vrai plaisir de pouvoir voir cet enthousiasme, cet engouement pour cette question de l'autisme et voir à quel point ici aussi il y a des besoins et il y a des bonnes volontés surtout pour travailler autour de ça. Merci, c'est nous qui vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation malgré votre
agenda assez chargé. Sentez-vous surtout très à l'aise ici, chez nous, chez vous, qu'est le Cameroun et à Jambo Radio. Nous nous tournons comme ça vers Monsieur David Massoma. C'est un habitué de ce studio, éducateur spécialisé et très impliqué dans l'encadrement des enfants autistes. Bon après-midi, Monsieur Massoma. Bon après-midi, parfait. Bon après-midi à vos milliers de auditeurs et surtout vos internautes. Merci. Parlant de nos internautes, coucou à tous nos amis internautes qui nous reçoivent en ce moment sur Jambo officiel et ici et là-bas officiel. Dixon assure la mise en onde et la réalisation de ce programme. Au micro de présentation pour vous servir. Parfait, Siap, je suis l'homme toujours content, jamais de soucis. Nous allons prendre le tout premier élément qui retrace le parcours professionnel de Madame Fatma qui est avec nous dans ce studio. Prenons cet élément, retrouvons-nous juste derrière. Reconnu par son engagement passionné envers la prise en charge des enfants autistes, Dr Mamouni Fatma, né en 1979, est le pilier de la psychologie contemporaine. Diplômée de l'Université de Paris 7 Jussieu, elle a soutenu avec brio une thèse innovante dont le thème s'intitule « La parentalité dans l'autisme ». Thèse qui vient apporter un éclairage à la compréhension des dynamiques familiales qui entourent cet handicap. Formatrice de son état, elle sensibilise tout en apportant ses connaissances sur l'autisme, les troubles envahissants de développement. Elle sensibilise également sur les enjeux de dépistage et du diagnostic précoce, car pour cette dernière, un diagnostic précoce pourrait apporter un changement dans la vie d'un enfant, lui garantissant un avenir radieux. Depuis 2003 à Paris, elle met sur pied son expertise au service du centre d'accueil pour enfants et adultes autistes, le Silence des Justes à Paris. Pour cet environnement, elle élabore des programmes thérapeutiques adaptés à chacun de ses enfants. Un apport qui combine des évaluations cliniques et interventions personnalisées, créant ainsi un espace permettant à ces enfants de s'épanouir. Au travers des ateliers et conférences, Dr Mamouni Fatma lutte contre la stigmatisation des personnes autistes, défendant l'idée selon laquelle chaque enfant, quelles que soient ses différences, mérite une attention particulière, des ressources adaptées lui permettant de développer et de réaliser son plein potentiel. Elle est une voix essentielle dans le milieu des autistes. Son travail transforme la perception autour de l'autisme, apportant une lueur d'espoir et de la lumière dans ce monde qui en a tant besoin. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Voilà, chers auditeurs, de retour dans ce studio. Nous disons merci à Eliane Koumial pour ce magnifique reportage sur le parcours professionnel de notre docteur ici présente dans ce studio. Alors, docteur Fatma, nous sommes ensemble pendant 60 minutes où vous allez partager avec nous et tous ceux qui nous regardent à travers le petit écran, parce que Jambo Radio, c'est également une radio-vision, et tous ceux qui nous écoutent, vous allez nous partager votre expertise dans la détection de l'autisme chez les enfants. Dites-nous déjà, premièrement, puisque vous êtes un médecin psychologue, c'est quoi le dépistage précoce chez l'enfant autiste? Alors effectivement, pour commencer à travailler avec des personnes atteintes d'autisme, il importe de comprendre ce que c'est, de connaître les spécificités liées à l'autisme et de ne pas confondre avec d'autres pathologies. Donc l'autisme est avant tout caractérisé comme étant un trouble du neurodéveloppement
car les origines sont essentiellement génétiques, pour l'instant, la piste génétique est la piste favorisée. Donc nous parlons de troubles du neurodéveloppement, et il s'agit d'un trouble qui se caractérise par des perturbations dans des domaines bien caractéristiques, à savoir la communication, les interactions sociales et les intérêts restreints et répétitifs. Oui. Donc c'est important d'avoir en tête ces 3 domaines de fonctionnement pour pouvoir analyser le comportement de l'enfant et pouvoir parler d'autisme. Il faut savoir, et c'est très important, on ne diagnostique pas un enfant autiste en l'emmenant à l'hôpital ou en lui faisant une prise de sang ou un scanner ou une radio. Oui. L'autisme se détecte par des signes que l'on dit cliniques, c'est-à-dire par l'observation du comportement. Voilà, ce sont les premiers symptômes qui peuvent être détectés par la famille, par des proches, par des professionnels de santé, et parfois un peu plus tard, ou pour d'autres formes, des formes plus atténuées, ça peut être aussi les enseignants à l'école. Oui. Et quels sont ces comportements que l'enfant peut afficher pour qu'il soit déclaré autiste? Alors, ça va être essentiellement donc, des troubles de la communication, comme une absence de langage. Alors, on a plusieurs, effectivement, symptômes. Un symptôme signifie un signe, donc il faut y faire attention. C'est ce qui va nous donner une indication sur le diagnostic. Donc, au niveau de la communication, il va y avoir les problèmes autour du langage. Alors, par exemple, une absence de babillage vers 12 mois, une absence de mots vers 18-24 mois, et puis une absence de langage prolongé. Il peut y avoir un langage inapproprié, c'est-à-dire un style de jargon que seul l'enfant ou vraiment les personnes très très proches peuvent comprendre. Il peut y avoir un langage sans intention de communication. Donc l'enfant va dire des mots sans que cela n'ait de sens. Ou encore un langage écolalique. Ce sont des enfants qui vont répéter ce qu'ils entendent. Donc ça, c'est dans le domaine de la communication. Dans le domaine des interactions sociales, on va avoir des enfants qui ont tendance à s'isoler, à jouer seuls, à ne pas partager les jeux des enfants de leur âge, à ne pas partager des interactions sociales avec des enfants, à faire preuve d'un manque de réciprocité sociale ou émotionnelle. Ce sont des enfants qui peuvent aussi avoir des jeux bizarres. Ils vont avoir tendance à jouer avec des objets qui ne sont pas destinés à être des jeux, ou également avoir des comportements un peu bizarres avec certains objets qu'ils ne souhaitent pas partager, ou certains jeux dont ils font une utilisation qui n'est pas celle pour laquelle il a été fabriqué. Alors, dites-nous, docteur, et une fois qu'on remarque ces signes comportementaux chez les enfants, qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment? Est-ce qu'on doit amener l'enfant rencontrer un psychologue, ou alors on doit simplement inscrire l'enfant dans une école comme tout le reste? Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Alors, juste pour terminer ce que j'ai dit avant, parfait, je parlais de la communication, des interactions sociales, et je vais juste rajouter le 3e domaine, c'est les intérêts restreints et répétitifs. C'est important parce que parfois, c'est grâce à ça qu'on va détecter un enfant autiste. C'est cette tendance à aimer des activités de manière très restreinte et presque obsessionnelle, comme le fait de regarder le tambour d'une machine tourner. Comme le fait de s'attarder à une partie d'un tout et plutôt qu'au tout lui-même. Par exemple, jouer avec les roues d'une voiture plutôt que de jouer avec la voiture. Donc ça, c'est très important. Ensuite, sur l'indication, donc les démarches à suivre. Alors, la première chose à faire, on va parler au départ de suspicion. Voilà, on va parler de suspicion. Dès qu'il y a une suspicion, il est important d'adresser l'enfant vers un professionnel de santé formé. Alors, idéalement un pédiatre qui serait formé et qui, déjà d'après les signes cliniques, d'après son observation, peut déjà orienter la famille vers cette éventualité. Ensuite, on va essayer de l'orienter vers un service spécialisé pour qu'il puisse avoir des bilans, donc des bilans qui sont comportementaux, pour pouvoir mettre en place de manière urgente et le plus tôt possible une prise en charge adaptée. En cas de confirmation du diagnostic, il est urgent de faire appel
à des professionnels formés et compétents dans l'autisme, Oui. notamment donc des orthophonistes qui vont intervenir sur les troubles du langage. Oui. On va avoir besoin de psychomotriciens car il y a bien souvent des problèmes en motricité globale ou Oui. fine, Mhm. ainsi que des difficultés au niveau sensoriel. Oui. Et avoir besoin aussi de psychologues formés pour travailler sur les troubles du comportement Oui. qui peuvent être secondaires aux symptômes autistiques. Ça alors. Et en quel moment est-ce que les éducateurs spécialisés interviennent? Alors voilà, donc dans l'orientation, la première chose ce serait le pédiatre. Oui, le Ensuite, en pédiatre fonction d'abord. de l'âge de l'enfant, on va l'orienter soit dans un centre spécialisé où on peut accueillir cet enfant parce qu'il y a effectivement les professionnels de santé De formés. santé, oui. Ou bien, et puis c'est la piste à favoriser, c'est d'aider l'enfant à aller à l'école comme tout le monde. Oui. Hein, l'autiste, la personne atteinte d'autisme est une personne qui a un fonctionnement différent, mais qui n'est ni malade, ni réellement handicapée. C'est l'environnement qui va créer un handicap. Oui. Mais dans la mesure du possible, il va falloir favoriser l'insertion scolaire dans un milieu ordinaire, car il est important que l'enfant puisse imiter les bons comportements Bien sûr. et entrer dans les apprentissages le plus tôt possible. Oui. Donc on va favoriser la scolarité et c'est quand c'est impossible qu'on essaye de trouver un centre spécialisé. Et quand il n'y en a pas ou qu'il n'y a pas de place, on continue la prise en charge par les professionnels de santé en libéral. Oui. Dites-nous, docteur Mouni, est-ce que l'autisme a un âge, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'un enfant naît automatiquement autiste ou alors quelqu'un peut-il naître en bonne santé et au fil du temps, il est atteint de l'autisme? Alors, on va avoir plusieurs théories. Vous avez des parents qui vont vous dire son développement était tout à fait normal et puis à l'âge de 3 ans, il s'est mis à arrêter de parler, il a régressé, il y a eu des comportements Oui. dits autistiques. Oui. Cependant, la plupart des pistes et des recherches penchent sur une origine génétique, donc probablement une présence de l'autisme et qui ne s'est pas vue, dont les symptômes ne se sont pas déclenchés à la naissance Oui. et qui aurait été plus visible avec le développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne parle pas, on ne peut pas savoir que c'est de l'autisme à 6 mois, par exemple. Hein. Ensuite, on a eu beaucoup aussi de cas d'enfants, alors qui étaient probablement autistes, mais on ne le savait pas, où les écrans ont aggravé Oui. les symptômes dits autistiques, c'est-à-dire l'enfermement, l'isolement, le fait de ne pas répondre à son prénom, le fait d'être dans un intérêt restreint et répétitif, où ça pouvait être l'écran. Oui. Et où on a vu que le retrait des écrans ramenait quand même une amélioration du comportement de l'enfant. Ça alors, il faut dire, docteur, que c'est un champ assez vaste et varié que plusieurs personnes n'ont toujours pas connaissance du développement de l'autisme chez les tout-petits. Alors, dites-nous, vous êtes au Cameroun depuis quelques jours pour un séminaire de formation, un atelier de formation. Et c'est quoi la vision derrière cet atelier de formation que vous donnez depuis hier? Alors, effectivement, au Cameroun, on va ajouter, on va dire, la touche culturelle, c'est important, et puis c'est l'objectif aussi en intervenant dans différents pays, c'est d'essayer de prendre en compte la culture du pays, car effectivement, je parlais de l'origine qui est en partie génétique, en tout cas ce sont les pistes favorisées aujourd'hui, mais nous avons également des facteurs environnementaux. Hein, c'est-à-dire que si un enfant qui est atteint d'autisme vit dans une famille où il y a beaucoup de troubles psychiatriques, où il y a une maman qui est absente ou en dépression, ou un papa qui est violent par exemple, on va avoir les symptômes qui vont s'aggraver. Au contraire, si on a un enfant autiste qui naît dans une famille où il y a déjà une sensibilité, qui a une prise en charge précoce, on va avoir une évolution très favorable, c'est-à-dire une diminution des symptômes. Ici en Afrique, c'est vrai qu'on remarque le poids de la culture à travers les croyances. Les fausses croyances. On peut croire qu'un enfant qui est autiste, c'est-à-dire un enfant qui a du mal à communiquer, qui a du mal à rentrer en lien avec les autres enfants, qui va s'isoler, qui va refuser de manger et qui peut secondairement faire des crises parce qu'il n'arrive pas à se faire comprendre. On va penser qu'il est possédé, que la famille a une malédiction. Donc on va le cacher et on va accentuer justement les troubles du comportement qui sont secondaires à une mauvaise prise en charge de cet enfant. Et on a également au niveau culturel
la peur de comment va être perçue la famille. Et on a eu le cas d'une famille qui a caché son enfant autiste parce qu'elle disait que si les voisins, si les gens savaient qu'il y avait un enfant autiste, on ne pourrait pas marier nos autres enfants car on penserait qu'on est une famille maudite, voilà, ou qui a effectivement un sort ou une malédiction, et les autres enfants ne pourront pas se marier. Donc le poids de la culture et des fausses croyances, c'est aussi notre combat en intervenant et en faisant des séminaires de formation en Afrique. Sauf que bon, effectivement, dans l'autisme, il y a énormément de points. Il y a le diagnostic, la connaissance, la prise en charge, l'accompagnement, la scolarité, les méthodes thérapeutiques, les méthodes éducatives, pédagogiques. Mais actuellement, nous avons fait le choix de favoriser des formations autour du diagnostic et du dépistage précoce. Car si on attaque le problème, si je puis dire, à la base, à la racine, et que si on apporte une prise en charge adaptée et pluridisciplinaire, nous avons beaucoup plus de probabilité d'avoir un enfant atteint d'autisme évoluer de la bonne façon. Et dites-nous, docteur, est-ce qu'il y a un âge qu'un enfant atteint d'autisme ne doit plus se faire consulter par un psychologue? Alors, il n'y a pas les consultations, les prises en charge, les aides ne dépendent pas de l'âge, ils dépendent de l'objectif. Si on a un enfant, par exemple, qui se mord la main, souvent c'est parce qu'il ne va pas avoir de moyens de se faire comprendre, et ben on va consulter pour essayer de comprendre ce qui se passe et de mettre en place une méthode pour l'aider à ne plus se mordre la main, et notamment une méthode de communication. On va toujours essayer de voir... la prise en charge, elle va toujours dépendre du besoin et non pas de l'âge, car un trouble du comportement, par exemple, peut apparaître à 2 ans comme il peut apparaître à 14 ans. D'ailleurs, il y en a beaucoup à l'adolescence avec le développement pubertaire, comme ça peut arriver à l'âge adulte, chez certaines personnes atteintes d'autisme qui vont avoir une autonomie et qui vont se retrouver toutes seules, mais qui vont avoir du mal à gérer leur quotidien, par exemple. Dites-nous, docteur, est-ce que lorsque un enfant est bien suivi par les spécialistes de santé ainsi que les éducateurs spécialisés, est-ce qu'ils peuvent arriver qu'ils se prennent en charge, trouvent des conjoints, puissent se marier, faire des enfants, vivre de manière autonome dans la société? Est-ce que c'est possible? Alors, effectivement, dans l'autisme, actuellement, nous parlons de spectre. On parle du TSA, c'est-à-dire du trouble du spectre de l'autisme. Et spectre signifie qu'il y a beaucoup de facettes. Il y a autant d'autisme qu'il y a d'autistes, on pourrait dire d'une certaine façon. D'une certaine façon. Il faut savoir que certaines personnes sont diagnostiquées autistes légères. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun trouble du comportement, aucun problème de communication, et qu'au niveau social ou au niveau des intérêts restreints, on a eu une prise en charge qui a énormément évolué, au point que certaines personnes acquièrent un niveau d'autonomie qui est satisfaisant, qui permet de travailler, d'avoir une vie de famille et d'avoir des enfants, pourquoi pas. On a certaines personnes qui sont tout à fait capables d'accéder à une autonomie classique et qui va leur permettre d'avoir une vie tout à fait normale. Alors, Monsieur Massoma, vous êtes assez silencieux depuis quelque temps. Je suppose que vous avez des tas de choses à nous dire. Déjà, la dernière fois, vous avez été pris de court parce qu'on était à la fin de l'émission. On voudrait vous écouter, Monsieur Massoma. Oui, je suis silencieux. Pourquoi? Parce que le temps pour nous que Madame Mouni puisse souffler un tout petit peu. Nous allons revenir à elle. Oui, je suis silencieux parce que on apprend tous les jours. Et d'ailleurs, je réitère, Fatma Mamouni, docteur Fatma Mamouni, c'est un professeur. Donc c'est mon professeur. Donc quand elle parle, quand elle explique, nous on écoute et bien après, on doit mettre cela en pratique. Donc on gagnerait beaucoup en écouter, en écoutant aussi des explications, afin que nous puissions mettre ça au profit et au bénéfice de la société et de la population. Maintenant, dans le cadre de son arrivée au Cameroun, il faut noter qu'elle est venue dans le cadre d'invitation de la Sinotaf, dans la Sinotaf qui est une synergie des associations africaines où je suis le président. Nous avons fait appel à Fatma Mamouni, docteur qui a répondu favorablement à venir nous accompagner
dans le sujet. Donc, le thème de cette formation qui est le dépistage et diagnostic précoce. Voilà, donc c'est la Cénotaph qui s'engage dans le même combat que des autres associations membres à la Cénotaph. Ah oui. Voilà. Et pendant ces ateliers qui se déroulent du côté du CMB, est-ce que vous avez le sentiment que les gens sont satisfaits, qu'ils sont assez réceptifs dans les enseignements que notre docteur ici présente donne à ses parents qui sont présents dans la salle? Il faut noter que docteur Mamouni, si c'est que pour le besoin, elle ne quittera plus le Cameroun. Parce que depuis hier à aujourd'hui, elle est tellement acculée, elle est tellement assaillie, elle est tellement envahie avec les parents. Les gens sont captés, les gens sont réceptifs. Et d'ailleurs, vous avez vu, avec peut-être l'appui de Mouto qui est là, avec madame la directrice, elles pourront vous dire. Bien sûr. Voilà, donc les gens sont captés, les gens sont vraiment à l'attente, à la quête d'informations. Et elle est en train de marquer vraiment la population du Cameroun. Oui. Bon, on verra comment est-ce que nous pouvons faire pour multiplier ces formations et ces missions avec la Cénotaph. Oui. Pourquoi pas l'avoir régulièrement, même pour venir faire des diagnostics, organiser les diagnostics précoces, de groupe avec des parents. Et on en parlera avec l'exécutif de la Cénotaph afin que nous puissions vraiment permettre aux parents d'avoir un diagnostic précoce et avoir une orientation pour la prise en charge meilleure pour les enfants. Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a tellement de familles, comme le docteur le disait tantôt, qui gardent encore des enfants autistes dans des maisons, ne savent pas quoi en faire, vont déplorer que c'est un sort, c'est la malchance, c'est ça l'Afrique malheureusement. Mais pourtant, c'est quelque chose de naturel qui peut arriver du jour au lendemain et ne surtout pas garder ces enfants dans les maisons. Alors docteur, dites-nous, et comment se passe le développement sexuel chez ces enfants autistes-là? Parce qu'on a comme impression en Afrique, moi je partage mon expérience, j'avais souvent observé dans des quartiers des enfants atteints de l'autisme qui, on a comme impression qu'ils restent comme ça toute leur vie sans partenaire. On dirait qu'ils ne sentaient pas également le besoin de vivre l'amour, de sentir de l'affection. Comment vous expliquez ce phénomène? Alors là encore, on va avoir des différences en fonction du niveau d'autisme. Alors chez les personnes qui vont avoir le niveau des interactions sociales qui n'est pas trop perturbé, où ça va être plus la communication ou autre, on va avoir des personnes qui vont effectivement ressentir ce besoin, c'est-à-dire d'avoir une vie amoureuse, de rencontrer un partenaire, etc. Alors, ce qu'il faut, c'est cadrer ces personnes-là, parce qu'elles peuvent rencontrer des difficultés, il faut les aider, il faut les former. Et comme toute autre difficulté, il faut être entouré de professionnels qui peuvent répondre aux questions. Pour d'autres personnes, et ça, j'avais entendu une émission avec un autiste dire... Alors c'était un autiste, dit de haut niveau parce qu'il travaillait dans une société, il avait un poste à responsabilité et il disait je ne ressens pas de frustration au niveau de mon intimité car je ne ressens pas le besoin d'aimer quelqu'un. C'est une dimension de la vie intime qui ne le concernait pas. Bien sûr. Alors il disait, étant donné que ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas de frustration à ce niveau-là. Bien sûr. Donc en fait, on a ceux qui ne vont pas être intéressés, et puis on a ceux qui vont le vouloir, parce qu'ils ont été, par exemple, en institution, à l'école, en contact de jeunes filles, de jeunes garçons, et qu'ils ont pu développer des activités ensemble, des affinités. Et c'est très bien, il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Tout à fait. D'accord, parce que tout le monde a droit au bonheur en ces niveaux, tout le monde, et il ne faudrait pas qu'on puisse ne pas les aider et arriver. Mais est-ce que lorsqu'ils sont en couple, c'est forcément des personnes atteintes de l'autisme comme eux, ou alors qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'ils sont en couple? Est-ce qu'il ne faut pas amener leur conjoint ou leur conjointe à pouvoir vivre avec eux comme une personne naturelle? Ah mais complètement, et c'est le cas dans toute situation où vous avez un couple avec des différences. Alors il y a deux cas de figure, il y a dans le cas où une personne s'engage dans une relation avec une personne dont elle sait qu'elle est autiste, et puis vous avez le cas de personnes qui vont vous dire « Ah mais je crois que mon conjoint, ma femme ou mon mari, est autiste ». Parce qu'on a aussi
toute la catégorie d'adultes aujourd'hui qui n'ont jamais été diagnostiqués. Donc c'est une question d'adaptation, d'ajustement. Alors parfois ça crée aussi des problèmes dans les couples, cette différence, parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir certaines personnes qui vont avoir du mal avec ce trouble de la communication qui est présent chez l'autre et qui ne permet pas un certain partage, une certaine compréhension, et ça peut aller jusqu'à la rupture. Dans le cas où une personne atteinte d'autisme souhaite se mettre en couple, généralement, elle le dit, elle ne le cache pas, et c'est une personne qui en est capable, et en face, elle aura en face d'elle une personne qui est tout à fait capable d'accepter cela, de vivre avec cela, et ça se passe très bien. Alors, dites-nous, docteur, quelles sont les causes de l'autisme? Y a-t-il des causes qui existent? Alors, le problème de l'autisme, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui avec certitude quelle est la cause, quelle est l'origine de l'autisme. Cependant, compte tenu du fait qu'il y a plus de garçons que de filles, on est à 4 ou 5 garçons pour une fille. Compte tenu du fait qu'il peut y avoir plusieurs autistes dans une même fratrie, la piste génétique est aujourd'hui favorisée. Il y a également des explorations neurobiologiques qui étudie également les transmissions neuronales dans le cerveau, les zones impliquées dans les relations sociales, les zones impliquées dans la communication. Et on essaye de voir ce qui se passe au niveau des neurones et des neurotransmetteurs pour voir ce qui pourrait être de l'ordre de l'autisme chez les personnes atteintes d'autisme. Il y a certaines pistes avec le sillon temporal qui serait un petit peu plus important chez les personnes atteintes d'autisme. On aurait des zones corticales qui seraient plus développées chez des personnes autistes. Mais là encore, les études n'ont pas été suffisamment nombreuses pour pouvoir l'affirmer. Et en l'absence de certitude, vous avez des fausses théories. Vous avez des personnes qui vont vous dire « Ah mais manger tel aliment, ça évite l'autisme » ou « Il ne faut pas manger tel aliment ». Vous avez d'autres personnes qui sont contre les vaccins, qui vont défendre corps et âme que les vaccins sont la cause de l'autisme. Sauf que si c'était le cas, il y aurait beaucoup plus d'autisme que cela. Donc, et puis il y a des cultures où on ne vaccine pas forcément autant que dans d'autres pays et où il y a quand même de l'autisme et ce n'est pas forcément bien diagnostiqué. Alors, Mouto a certainement une question ou des questions pour vous. Elle se cache là derrière. Viens là, Christelle. Viens poser des questions à notre docteur. Vous êtes très intéressé en ce qui concerne l'autisme chez les enfants et vous avez certainement des questions à poser à notre docteur. Rebonsoir, docteur. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. On ne vous écoute pas. Rebonsoir, docteur. Rebonsoir à tout le panel. Merci parfait pour la parole. Monsieur Massoma, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir également à tous les auditeurs de Jambo FM qui sont toujours aussi nombreux pour cette émission des couches sociales. Aujourd'hui, nous sommes sur l'autisme et je suis fière de dire que je participe à la formation de Dr Fatma sous le projet de Monsieur Massoma. Nous lui disons encore merci parce qu'on a vraiment besoin de son aide, de son ouverture d'esprit sur ce problème qui est un peu perçu aujourd'hui comme de la sorcellerie. Voilà. L'autisme, ce jour, pour mes questions, je vais les poser un peu comme des parents. Des parents qui vont dire, mais comment est-ce que gérer la puberté chez l'enfant autiste? Parce que les crises, c'est déjà un problème à gérer. Et maintenant, quand on y ajoute la puberté, comment est-ce que ça se gère? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des métiers propices, c'est-à-dire vraiment pour les autistes? Ou bien ils peuvent tout faire comme tout le monde? Je vais d'abord m'arrêter sur les deux premières questions. Oui, merci Christelle pour tes questions. Christelle qui était présente et très attentive à la formation, qui a posé des questions avant de commencer la formation. C'est bien, c'est encourageant. Alors, au niveau de la puberté, effectivement, alors ce qui se passe à la puberté, c'est un changement corporel avant tout, et des modifications qui peuvent justement angoisser certaines personnes atteintes d'autisme car elles ne comprennent pas. Donc ce qui va être important chez les personnes atteintes d'autisme,
ça va être d'apporter du sens. Il faut apporter du sens, il faut expliquer les choses. Alors on va essayer de trouver des livres, on va essayer de trouver des images où on peut leur expliquer que, on est un petit bébé, et puis on devient un petit enfant, et puis on grandit, et puis on devient une femme ou un homme, et puis on vieillit. Donc on explique le déroulement de la vie, on explique le déroulement des âges, et on y associe des choses. Ensuite, on va être attentif. Justement, par exemple, si c'est une fille, on va être attentive à d'éventuelles douleurs de règles. Il va falloir faire attention, il va falloir surveiller ça de près, de la même façon que pour les garçons qui vont avoir des manifestations corporelles qui sont liées à la puberté, il va falloir accompagner cela. Un enfant qui touche ses parties intimes n'est pas forcément un enfant mal élevé ou mal poli. On l'a dit aussi pendant la formation, ça peut être lié donc soit à une douleur, donc on fait attention, on observe, est-ce qu'il y a une rougeur, est-ce qu'il y a de la fièvre, est-ce qu'il y a un malaise, ou est-ce que c'est lié à une sensation. Auquel cas, on va accompagner aussi cela pour que tout ce qui soit en lien avec la manifestation de la sexualité soit accompagné et soit vécu dans un cadre. Si un garçon a besoin de se toucher, on va lui dire de le faire dans la salle de bain, de faire ça quand il est tout seul. Et on va bien lui expliquer que ce n'est pas autorisé en public, à l'école, avec du monde. Donc on va toujours essayer d'accompagner tout ce qui peut déranger la personne, tout ce qui peut être nouveau ou tout ce qui peut être douloureux. Et pour la deuxième question au sujet de l'orientation professionnelle, alors là encore, dans l'autisme, on revient à cette notion de spectre. On peut avoir des personnes atteintes d'autisme qui peuvent travailler dans une société et avoir un poste classique. Il va falloir penser à des aménagements, car trop de bruit peut déranger. Trop de lumière peut être difficile, trop de mouvement peut être difficile, trop de pression, trop de demandes, trop d'attentes. On va adapter parce que la personne atteinte d'autisme a très souvent des fragilités. Ensuite, on va avoir des personnes qui, selon leurs compétences, et c'est ce qu'on essaye de développer à partir de l'adolescence, vont pouvoir intégrer une entreprise comme un restaurant, comme une usine, comme une pâtisserie, une boulangerie, et on va essayer de leur proposer une activité adaptée à leurs compétences et adaptée aussi à leur temps de concentration. Donc ça, c'est très important. Il faut le travailler en amont et il faut que ce soit un objectif pour les parents. Il ne faut pas partir du principe, il ne faut pas être défaitiste. Il ne faut pas se dire mon enfant a un trouble, donc il ne pourra pas travailler. Ça, c'est une idée fausse. Là, on est vraiment, on tire une balle sur le pied de son enfant, on le condamne avant même d'avoir pu vérifier quelles étaient ses compétences et avant même d'avoir pu développer une compétence chez lui. Donc, il ne faut pas hésiter à tester des choses chez l'enfant, à se renseigner et voir dans quel domaine l'enfant peut être compétent. Parce que souvent, on a cette idée que s'il ne réussit pas à l'école, il ne pourra rien faire de sa vie. Sauf qu'il n'y a pas que l'école qui permet d'avoir un métier dans la vie, il y a aussi des compétences, qu'elles soient manuelles, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient sportives. En tout cas, il faut les provoquer, il faut les trouver, il faut les chercher et il faut les développer pour pouvoir donner cette chance à une personne atteinte d'autisme de travailler comme tout le monde et de s'insérer dans la société. Voilà. Je vais terminer par mes deux dernières questions. Parfait. Oui, allez-y. La troisième question, c'était pour la gestion des crises. Vraiment toujours dans le relais des parents. Parce que parfois, quand les enfants font les crises, les parents ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'ils sont toujours obligés d'appeler des spécialistes, des éducateurs pour dire « Ah, il est en train de crier, je ne sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a une cause d'abord pour les crises et comment les gérer ensuite ?» Et je pense que vous pouvez d'abord commencer oui. dans la... Alors, c'est très important, cette question des crises. Alors, il faut savoir que les crises ne font pas partie des symptômes autistiques. On a souvent des personnes qui disent « Oh, il fait une crise, c'est parce qu'il est autiste, et tu fais des crises, donc tu es autiste. » Alors ça, c'est une affirmation qui est complètement fausse, car on a beaucoup de personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme et qui n'ont absolument aucune crise, qui ne font aucune crise. Les crises sont la conséquence, bien souvent,
d'un manque de prise en charge adaptée et bien souvent l'incapacité à pouvoir s'exprimer ou se faire comprendre. Les crises sont la plupart du temps observées chez les enfants non-verbaux. Donc chez un enfant non-verbal, la prise en charge orthophonique va être extrêmement importante et urgente. Il faut que l'enfant puisse avoir un moyen de communication. S'il n'est pas verbal, il peut être non-verbal, c'est-à-dire à travers le système d'échange d'images ou à travers une langue des signes adaptée. Donc c'est très important, c'est la priorité, c'est de donner la possibilité à un enfant de s'exprimer. Les études ont prouvé qu'à partir du moment où les enfants avaient un moyen de communication fonctionnel, les crises et les troubles du comportement diminuaient radicalement. Donc ça, c'est important. Ensuite, une crise, elle a toujours une origine. Donc, il y a deux possibilités, soit d'aller voir un professionnel, mais normalement, aller voir un professionnel, c'est au début. Ensuite, il vous donne la méthode, et puis ensuite, vous n'avez plus besoin du professionnel. On n'est pas dépendant d'un professionnel dans l'autisme. Donc, le professionnel, c'est celui qui va vous former, entre guillemets, à la gestion de crise. Il va vous dire, s'il y a une crise, c'est qu'il y a une raison. Toujours. On va toujours essayer d'observer l'origine de la crise, ce qu'on appelle un antécédent. Qu'est-ce qui va générer cette crise ? Est-ce que c'est à chaque fois qu'il rentre dans sa chambre, auquel cas on va se rendre compte qu'effectivement la lumière elle est trop forte ? Est-ce que c'est à chaque fois qu'on lui demande d'aller à l'école, auquel cas on essaye de voir s'il n'y a pas un problème à l'école ? Il faut observer et analyser l'environnement. La crise a toujours une origine. Et bien souvent, les crises ont pour fonction d'attirer l'attention sur l'enfant. Parce qu'il y a une demande qui n'est pas, à laquelle personne n'a pu répondre. Donc, cette demande d'attention, il faut y répondre de manière adaptée. Et quand on y répond de manière adaptée, on voit que les crises diminuent. Mais c'est souvent, très souvent, absence de communication, de compréhension, et pour obtenir quelque chose. D'accord, je vais chuter avec ma dernière question. Merci, parfait. Ma dernière question, c'était la notion du danger. Ça, je crois que tous les parents se la posent aussi. Pourquoi certains autistes n'ont pas la notion du danger ? Alors, parce qu'il y a une perception de l'environnement qui est différente. Si bien que chez certaines personnes, le fait de traverser n'est pas associé au fait de pouvoir se faire renverser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement ce lien entre le fait de traverser et le fait qu'une voiture puisse lui arriver dessus. Donc c'est chez certaines personnes, effectivement, et c'est un item qui est présent dans de nombreux tests, dans de nombreuses échelles d'évaluation de l'autisme infantile. On va poser la question de savoir s'il a une conscience du danger. Parce que c'est extrêmement important. Si c'est un enfant qui n'a pas de conscience du danger, il va falloir absolument, dans la prise en charge, prendre des précautions par rapport à cela. Et puis ensuite, étant donné qu'ils n'ont pas la même façon de voir les choses que nous, il va falloir passer par l'expérimentation et pas forcément la compréhension. Il y a des troubles de la communication et notamment de la communication réceptive aussi, c'est-à-dire que la compréhension peut parfois être diminuée. C'est-à-dire qu'il ne va pas comprendre que s'il touche un cactus, ça va le piquer. Parce que si vous lui dites, il ne le comprend pas. Donc il va aller toucher un cactus. Mais le lendemain, il peut le refaire. Il n'a pas forcément intériorisé l'information. Donc, on peut utiliser, alors l'idéal c'est d'enlever le cactus, mais bon, parfois on est dans des endroits où on ne peut pas intervenir sur l'environnement. Donc on va utiliser par exemple des images avec une croix rouge qui voudra signifier interdit. Par exemple, interdit d'entrer dans cette pièce, interdit d'aller par là, interdit de prendre ça, interdit de manger ça. Et là, progressivement, on intègre dans la vie de l'enfant un moyen de communication, une compréhension. Et c'est avec le temps et avec la répétition, l'accompagnement, que l'enfant va comprendre qu'effectivement, une croix rouge signifie stop. Et on va aller comme ça progressivement en accompagnant l'enfant. Merci, Dr Fatma. Très intéressant ça. Très intéressant, inclusif, qui a toujours que de bonnes choses à édifier nos millions d'auditrices et auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Alors, docteur, dites-nous, vous faites le tour du monde de l'Afrique. Qu'est-ce qui marque de temps à autre vos expériences, Qu'est-ce qui marque votre passage à chaque fois que vous vivez de nouvelles expériences auprès de ces enfants? Alors, ce qui est intéressant, c'est toujours de voir l'engouement
Oui. des personnes intéressées, l'intérêt pour ces formations, les questions qui sont très très pertinentes et qui sont très différentes d'un endroit à un autre. Alors, il y a beaucoup de questions qui reviennent, mais il y a des questions parfois qui sont nouvelles, qui sont intéressantes, qui nous permettent à nous aussi de réfléchir et de se questionner aussi sur nos pratiques. Rien n'est fini. On apprend des nouvelles choses. On s'enrichit aussi des expériences des uns et des autres, des professionnels, mais également des parents. Ensuite, ce que j'apprécie notamment dans les différents pays d'Afrique, entre autres, c'est l'acceptation des méthodes de travail. C'est-à-dire que en France, à Paris où je travaille, on a parfois des guerres de chapelle. Oui. Telle personne veut appliquer telle méthode, telle personne suit telle école, telle personne est contre cette façon de faire. On en arrive à des méthodes de travail tellement rigides, parfois obsessionnelles, que les éducateurs ont du mal à s'y retrouver. Oui. Et ce que j'aime bien en Afrique, c'est que il y a ce besoin, il y a cette écoute, et on est dans la simplicité, c'est-à-dire qu'on va proposer une méthode dite assez simple, et on voit par les passages récurrents que ces méthodes-là ont été appliquées et qu'elles ont donné des résultats. On voit des enfants évoluer vraiment de façon très positive, des enfants d'âge maternel, avec une prise en charge sur plusieurs années auprès d'une équipe que nous avons pu former à plusieurs reprises, voir les enfants rentrer en élémentaire avec quasiment plus de troubles. Oui. Voilà, donc ça c'est très encourageant, et voilà, c'est de se dire que ici on cherche pas quelle est la meilleure méthode. On cherche à appliquer une méthode qui nous paraît cohérente, qui paraît adaptée et qui paraît dont les familles aussi peuvent se saisir. Oui. Donc ça, j'ai trouvé ça très très encourageant. Nous allons d'ailleurs profiter de cette émission pour dire un grand merci au ministère des Affaires sociales ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement pour tous les efforts consentis qui de plus en plus dans notre société au Cameroun et notamment à Douala, on parle de plus en plus de l'inclusion effective dans toutes les sphères, dans tous les domaines de notre société. Alors dites-nous docteur, que pensez-vous de l'éducation inclusive chez les enfants autistes? Alors, elle est primordiale, c'est-à-dire que un enfant autiste est avant tout un enfant. Oui. C'est-à-dire que il doit évoluer avec d'autres enfants et pas de manière exclue. Oui. Il doit faire partie des environnements comme tout autre enfant. Il doit partager toutes les activités, qu'elles soient scolaires ou extrascolaires. On conseille beaucoup aux parents aussi de sortir leurs enfants. Il faut les emmener au marché, il faut les emmener au cinéma, il faut les emmener au sport, il faut les emmener à la piscine. C'est pas parce qu'il a un fonctionnement qui est différent qu'on va le garder à la maison. Donc ce qui est important, c'est vraiment de développer son autonomie, sa socialisation, et le plus possible. Ensuite, en fonction des difficultés qui peuvent être posées par justement l'autisme de l'enfant, on a tout un panel de possibilités pour aider notamment les enseignants et les environnements scolaires. Oui. Il faut adapter les classes, il faut adapter les tables, il faut adapter le lieu. L'enfant, si trop de bruit le dérange, on va lui faire une petite cabane au fond de la classe. Oui. Si l'enfant a besoin de se balancer, on lui laisse une petite chaise où il peut se balancer quand il en a besoin. Si l'enfant trouve qu'il y a trop de bruit, on doit être capable de le mettre dans une salle tout seul pour qu'il puisse se reposer. Oui. Et on doit absolument et de manière urgente apporter une aide aux enseignants en les formant. Car la plupart du temps, le problème, et ce qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est parce que les enseignants ne sont pas formés et que donc ils vont avoir une difficulté à accueillir et à pouvoir adapter un enseignement spécifique pour un enfant qui a besoin spécifique. Voilà, parce qu'il va avoir une façon différente d'apprendre et de comprendre. Super ça. C'est la raison pour laquelle nous avons de plus en plus des jeunes qui se lancent dans des formations appropriées dans le but d'accompagner justement ces enfants à besoins spécifiques. Est-ce que vous en avez rencontré lors de votre passage ici au Cameroun déjà Alors, des enfants, non, pas encore. C'est prévu, il y a une visite du centre qui est prévue, mais là, pour l'instant, on l'a pas encore faite. Mais j'encourage tout à fait donc la formation des instituteurs et également des éducateurs spécialisés ou des personnes qui peuvent intervenir en classe pour aider l'enfant, une aide humaine présente auprès de l'enfant pour l'aider dans l'acquisition des apprentissages.
Quels sont les cas d'autisme les plus difficiles à traiter, docteur? Alors, les cas les plus difficiles, ce sont les situations dans lesquelles l'environnement peut être très déficitaire. Oui. Ça peut être des parents qui sont à la rue, ça peut être des parents qui ont des troubles, ça peut être un enfant abandonné, ou ça peut être également un enfant qui n'a pas eu de prise en charge depuis son jeune âge et qui évolue sans prise en charge. J'ai vu des parents être complètement dépassés par les troubles du comportement de leur enfant, parce que c'était des enfants qui demandaient toujours la même chose. Soit toujours des bonbons, soit toujours de jouets, soit toujours un écran, à tel point que les parents ne pouvant pas gérer l'enfant cédaient, mais arrivé à un certain âge, ça devient des crises de violence où l'enfant casse tout à la maison. Et en ce moment, est-ce qu'on peut y remédier quand l'enfant atteint ce stade de violence? Oui, tout à fait. Il y a toujours un travail qui est possible. Là encore, comme tous les autres aspects, une prise en charge, un accompagnement par un professionnel formé permet tout à fait d'obtenir et d'éteindre ces crises et ces troubles du comportement. Nous tirons presque à la fin de cette émission, mais nous n'allons pas vous laisser partir ainsi. Nous avons des cas dans des familles qui sont purement traumatisés par le trouble comportemental de leurs enfants. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ont tendance à partir garder des enfants dans des lieux vraiment horribles. Nous invitons comme ça, par la voie de l'inclusion, tous ces parents à ramener ces enfants et à la voie des autistes, par exemple, chez M. Massoma, pour un encadrement, parce que nous avons eu l'occasion d'échanger avec lui dans cette même émission, où nous avons vu l'encadrement des enfants et leur évolution dans la société. Donc ne soyez pas déçus, c'est très difficile, nous comprenons cette situation, c'est très dur d'avoir des enfants autistes, mais on n'a pas demandé à naître autiste. Donc je vous en prie, mesdames et messieurs, ne vous découragez surtout pas. Oui, monsieur Massoma. Oui, si vous permettez, je voulais apporter une précision. Oui. Tout en notant que l'émission ou alors le programme de formation a été initié par Sinotaf. Sinotaf qui est une fédération des associations. Donc c'est pas le projet de monsieur Temmasoma seul, oui. C'est le projet des associations membres pour la Sinotaf. Et nous remercions monsieur Daoud Tatou, qui d'ailleurs devait être là. Oui. Par son canal, nous avons pu obtenir Dr Fatma Mamouni pour cette formation. Et Daoud qui fait beaucoup pour les associations partout dans le monde, que ce soit aussi au Cameroun, en Afrique, partout. Alors là, nous remercions aussi l'exécutif de la Sinotaf, les membres, donc Martine Debam, présidente, monsieur Nembot Charles, monsieur Dr Mao, orthophoniste, et Jeanne Kiboum, la Maison Bleue de Julien. Et voilà, et moi-même qui est la voix des autistes. Il faut toujours se préciser, voilà, bien sûr. La voix des autistes, voilà. Oui. Donc nous remercions tout cet exécutif-là. Nous remercions aussi Kamate, qui est présidente aussi d'une association. TD, qui sont des membres exécutifs de la Sinotaf. Vraiment, merci beaucoup pour votre boulot, pour votre organisation, pour votre professionnalisme pour cet événement. Nous remercions aussi nos partenaires, en l'occurrence le CMB et la communauté urbaine, mais les remerciements spéciaux à monsieur le maire, le docteur Roger Mbassadine, maire de la ville de Douala, qui a pour combat de rendre sa ville une ville inclusive. Voilà. Effectivement. Oui. Nous vous remercions, chers messieurs et dames, d'être passés par ici. C'est votre dernier mot, monsieur Massoma, parce que vous le dernier mot à... Oui, mon dernier mot est le suivant. Oui. Il n'y a pas que le centre spécialisé La Voix des autistes qui existe. Bien sûr. Il y a le centre de monsieur Mao, Dr Mao Kiabounam Sadi qui existe. Pour des parents qui sont à Yaoundé, il y a la maison Bleue de Julien, en Kwabang. Pour ceux qui sont à Edea, il y a Blue Crystallise de madame Martine Debam, autisme Ubuntu, qui est là-bas. Maintenant, pour ceux qui sont à Douala, il y a aussi la voix des autistes. Donc, nous travaillons de façon collégiale, une synergie. Donc, et vous êtes situé où, la voix des autistes? La voix des autistes est située à Niala Yassa, entrée Maïture,
Et Voilà. comment faire pour vous contacter? Ah ben c'est le 693 693 23 23 81 81 30 30. 693 23 81 30. Ou alors, vous pouvez vous rapprocher aussi de la Sinotaf qui aujourd'hui porte toutes des associations, ok, que ce soit à EDEA, vous pouvez voir Martine Dibam qui est présidente, aussi membre de la Sinotaf, que ce soit à Yaoundé, la Maison Bleue de Julien, Madame Jeanne Kiboum qui est là-bas, que ce soit à Douala, TDI qui est là, Kamaté, que ce soit toujours à Douala le président Charles Nembot, vous pouvez contacter de Hope for Autism. Donc, la Sinotaf, elle est grande et elle accueille tout le monde pour que nous portons l'autisme d'une seule voix et d'une seule main. Merci. Alors, docteur, qu'est-ce que vous diriez à tous ceux qui vous écoutent et vous regardent en ce moment? Votre mot de fin, c'était un plaisir pour nous de vous avoir par ici. Alors, on vous écoute. Oui, je voulais donc, dans la continuité de David, vraiment remercier chaleureusement Daoud, parce que c'est un travail titanesque qui monte et qui ne cesse de se battre pour développer donc l'autisme en Afrique. Mes interventions donc s'inscrivent dans ce cadre-là, c'est-à-dire la construction de centres et la formation de personnel et de parents et de professionnels de santé. Donc voilà, ça c'est pour rappeler le cadre de nos interventions, la formation mais aussi la construction de centres. Et le maire justement nous appuie dans ce sens, donc je tiens aussi à le remercier parce que pour nous c'est extrêmement important. Les formations c'est bien, mais le centre c'est mieux parce que ça permet de canaliser tous les professionnels de santé et de concrétiser tous ces projets. Donc ensuite, ce que je pourrais dire aux personnes concernées, proches, parents, professionnels de santé, n'ayez pas peur. Voilà, le plus important, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, il faut garder espoir et il faut être convaincu que si vous pensez que votre enfant peut réussir dans la vie, il réussira quelles que soient ses difficultés. Ne perdez pas de temps. Voilà, le deuxième conseil le plus important, c'est de ne pas perdre de temps. Plus la prise en charge, elle est précoce et plus l'évolution, elle est positive. Donc voilà, on a vu des enfants autistes évoluer vraiment avec quasiment plus de symptômes visibles, c'est-à-dire des enfants qui étaient capables d'aller à l'école, qui étaient capables de se séparer de leurs parents, qui n'avaient plus d'angoisse qu'ils pouvaient avoir auparavant. Et là, c'est vraiment très encourageant. Donc n'ayez pas peur, tournez-vous vers les professionnels de santé, faites les diagnostics, les bilans nécessaires, les prises en charge et surtout, croyez en votre enfant. N'oubliez pas, l'amour, l'affection, c'est la chose la plus importante que tout enfant a besoin pour évoluer de la plus belle des façons. Merci, docteur, pour voilà, ces je remercie précieux chaleureusement conseils. aussi la radio pour m'avoir invité. Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup pour ces précieux conseils, docteur. Elle n'est pas que docteur, elle est également une mère, une femme, elle parle avec le cœur sous la main. Merci à nos amis qui nous ont écoutés. Restez toujours scotchés sur les meilleurs programmes de Jambo Radio. Samedi prochain, nous allons parler de la canne blanche dans cette émission, qui est l'outil de l'aveugle. Bon samedi et à samedi. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes,